Donc une priorité a été mise sur la vaccination des personnes résidentes en EHPAD et autres établissements d'accueil des personnes âgées, qui, comme vous le savez, compte tenu de la logistique complexe des vaccins ARN qui étaient uniquement disponibles en début janvier, était une certaine prouesse logistique. Et sur ce plan, je pense qu'il faut se féliciter des résultats. Je dirais féliciter les gens qui ont organisé cela, c'est-à-dire essentiellement la task force au ministère des Solidarités et de la Santé, puisqu'aujourd'hui, 85% des résidents d'EHPAD sont vaccinés. Au moins ont reçu, pour être précis, une dose, et 60% à peu près les 2 doses. Donc on a une couverture qui est au-delà de ce qui était espéré, avec une très bonne adhésion de ces personnes âgées à très âgées, et ce qui est évidemment une bonne nouvelle pour les perspectives de réduction de la mortalité qui est déjà observée en EHPAD, le moindre nombre de clusters en EHPAD. Donc c'est un résultat acquis, même s'il n'est pas définitivement acquis, parce qu'il reste des personnes à vacciner, etc. Enfin, je ne vais pas entrer dans trop de détails. Ensuite sont venus très vite, début janvier, la vaccination des professionnels de santé. D'abord les personnes âgées de plus de 50 ans avec comorbidité. Donc celle-ci se continue, et avec l'arrivée du vaccin AstraZeneca, dont je reparlerai tout à l'heure, comme vous le savez aujourd'hui, tous les professionnels de santé, ça fait 2,3 millions de personnes, sont éligibles à la vaccination. À ce jour, il y en a à peu près 800 000 qui sont vaccinés, ce qui est insuffisant. Il y a là une problématique spécifique. J'y reviendrai à propos du vaccin AstraZeneca. Ensuite, à partir du 18 janvier aussi, on commençait de vacciner toutes les personnes âgées de plus de 75 ans, c'est environ 5 millions de personnes en plus des personnes en EHPAD. Et là, aujourd'hui, environ 30% de ces personnes ont reçu au moins une dose. Et ceci doit avoir a déjà un impact sur le nombre de personnes hospitalisées âgées dans les hôpitaux en France. Et ceci, évidemment, est une bonne chose, même s'il faut poursuivre l'effort. Il est largement il est largement en cours. Il y a encore beaucoup de personnes à vacciner. Enfin, du fait de la démonstration d'efficacité du vaccin AstraZeneca chez les personnes âgées, grâce à son utilisation en Grande-Bretagne, depuis peu, la vaccination avec l'AstraZeneca est ouverte aux personnes âgées de 50 à 75 ans avec comorbidité. Ça représente presque 5 millions de personnes. Donc ces vaccinations ont commencé depuis ce mois-ci, enfin déjà un tout petit peu fin février. Donc la suite du programme, elle dépend évidemment complètement des livraisons de vaccins. Donc le rythme s'accélère de mois en mois, même si on aimerait bien que ça aille encore plus vite, mais il y a une limitation du nombre de doses fournies, et quelques difficultés de ci, de là d'approvisionnement, même si dans l'ensemble, le rythme suivi est d'à peu près celui qui était attendu. Je vous rappelle qu'en rythme hebdomadaire, les livraisons de vaccins en février, c'était de l'ordre d'1 million. En mars, c'est de l'ordre de 2 millions. En avril, ça sera de l'ordre, il y a une incertitude pour un vaccin, le nouveau vaccin de Janssen, entre 3,6 et 4,2 millions de doses par semaine. En mai, ça sera 4,5 millions. En juin, 5 millions. En juillet, 6,5 millions. Donc on a heureusement devant nous des perspectives d'augmentation très significative de nombre de doses disponibles, ce qui devrait permettre par exemple d'ouvrir la vaccination à toutes les personnes âgées de 65 ans sans restriction de comorbidité ou de quoi que ce soit, dès le tout début avril. Et j'espère pour les personnes âgées de 50 à 65 ans, ensuite courant avril, et donc de permettre, comme cela a été annoncé antérieurement, quelque part vers mai, disons fin du mois de mai, que l'essentiel des personnes vulnérables, donc du fait de l'âge essentiellement, du fait de comorbidité, se soient vues offrir et aient été vaccinées, sachant que l'immense majorité de ces personnes souhaitent, on le comprend, la vaccination. Plus donc la nécessité de vacciner les professionnels de santé dans le même temps. Et si on veut terminer ce petit panorama prospectif, donc on peut envisager que le reste de la population, donc si on veut arriver à contrôler la pandémie, puisse commencer à être vaccinée en juin et tout le long de l'été avec un nombre de doses suffisant pour qu'un grand nombre de ces personnes soient vaccinées, espérons-le beaucoup. Si vous le souhaitez, on pourra revenir sur le sujet qui paraît très important de l'adhésion des plus jeunes à la nécessité de la vaccination, qui est un sujet, à mon avis, assez délicat.
Voilà. En gros, aujourd'hui, il y a eu 6 millions de doses injectées en France. 4 millions de personnes ont reçu une dose. 2 millions à peu près, j'arrondis les chiffres, ont reçu 2 doses. La situation aujourd'hui est celle d'une diversification des modes de vaccination, et ce qui est une bonne chose, et il faut que ça se poursuive. Il y a évidemment les centres de vaccination qui existent depuis janvier en nombre croissant et qu'il va falloir faire pousser à la fois en capacité de vaccination et en nombre pour pouvoir vacciner plus avec les vaccins ARN dans les semaines et les mois qui viennent. Donc c'est un premier circuit qui aujourd'hui est essentiellement utilisé pour les professionnels de santé et pour les personnes âgées de plus de 75 ans. Mais maintenant, les circuits peuvent se diversifier compte tenu d'une certaine équivalence d'efficacité des autres avec les vaccins à adénovirus. Depuis quelques 10 jours, les médecins généralistes peuvent vacciner avec le vaccin AstraZeneca. C'est là que le rythme n'est pas tout à fait suffisant et il y a un peu de travail à faire pour que le système se mette en place. Mais enfin, il est quand même récent et pour les médecins généralistes, c'est quand même une contrainte supplémentaire. Donc, on peut comprendre que ça ne se mette pas en place absolument dans l'immédiateté, mais enfin, sous réserve que les choses avancent comme on peut l'espérer, on devrait voir se développer cette vaccination dans les jours et les semaines qui viennent. Il y a eu 400 000 vaccinations faites et d'autres viendront. Et 40 000 médecins généralistes se sont inscrits pour vacciner. Ce n'est pas suffisant, ça veut dire qu'une partie de la population n'a pas de médecin généraliste qui vaccine, ce qui est un souci. Mais là aussi, on peut peut-être penser que les médecins généralistes s'inscriront plus et qu'il y en aura donc davantage dans les jours et les semaines qui viennent. Et puis à partir de lundi prochain, comme vous le savez, il sera possible d'être vacciné en pharmacie, ce qui est une très bonne chose et qui viendra compléter le dispositif de vaccination par les médecins généralistes. Et là, aussi bien chez le médecin généraliste que chez le pharmacien, ce sont donc actuellement les personnes âgées de 50 à 75 ans, en gros, mais ça pourrait être éventuellement des personnes âgées de plus de 75 ans, qui sont vaccinées, des personnes avec comorbidité. Je rappelle que ça représente un petit peu moins de 5 millions de personnes. Donc voilà le paysage. Les difficultés, évidemment, les limites, c'est le nombre de doses disponibles, je n'y reviens pas. Les efforts sont faits pour optimiser les commandes et on voit que, heureusement, comme cela a été prévu, progressivement, le nombre de doses augmente et va encore augmenter très significativement dans les tout prochains mois. Il y a eu des adaptations des indications grâce aux avancées des connaissances sur les vaccins. Et là, je voudrais faire un petit commentaire spécifique sur le vaccin AstraZeneca parce qu'il est l'objet, encore maintenant, malheureusement, l'objet d'une polémique injuste, non scientifiquement fondée. Il faut savoir que pour ce vaccin, les études cliniques menées par le laboratoire, donc AstraZeneca, n'ont été faites que chez des sujets âgés de moins de 65 ans. Donc la Haute Autorité de Santé, de façon sage, lorsqu'elle a examiné le dossier de ce vaccin, a considéré, faute de données, qu'on ne peut pas l'administrer à des gens âgés de plus de 65 ans, ce qui évidemment est un gros manque compte tenu de la nécessité impérieuse de vacciner des gens âgés de plus de 65 ans. Heureusement, dans les 15 derniers jours, 15 jours, 3 semaines, sont venues des données d'abord d'Écosse puis d'Angleterre, montrant que ce vaccin est en fait aussi efficace que le vaccin Pfizer pour obtenir une protection, par exemple, à l'égard des hospitalisations, donc des formes graves de la maladie, et ceci, ça c'est très important, y compris chez les personnes âgées, parce que là-bas, ils ont vacciné les personnes âgées et au-delà de 80 ans. Donc, fondé sur ces informations capitales, avec l'analyse de centaines de milliers de personnes vaccinées, les recommandations ont légitimement changé, et maintenant, il est donc possible de vacciner à tous âges avec le vaccin AstraZeneca. C'est parfaitement justifié de par son efficacité. Il reste à continuer de convaincre d'abord les professionnels de santé eux-mêmes, les médecins généralistes, à vacciner avec cet AstraZeneca et la population concernée, qu'il n'y a pas de perte de chance en étant vacciné par l'AstraZeneca comparé à une vaccination par le vaccin Pfizer. Il faut répéter ce message qui est juste la vérité scientifique. Je passe beaucoup de temps à le faire, d'autres le font aussi. Et c'est très, très important que tout le monde en soit convaincu pour la bonne marche de la campagne vaccinale. Il y a un autre souci avec ce vaccin, c'est le fait que un souci relatif, c'est que les personnes jeunes, relativement jeunes, 20, 30, 40 ans,
il peut donner dans les 48 heures qui suivent la vaccination une espèce de syndrome grippal désagréable, de la fièvre, des frissons, des céphalées, les gens ne sont pas bien, et évidemment, les gens renaclent un peu à l'idée d'être malade 48 heures. Alors d'abord, c'est pas tout le monde, c'est transitoire, c'est pas grave, c'est désagréable, et surtout, ça peut se prévenir en grande partie avec le paracétamol. Donc là, il y a un effort de conviction à faire, notamment à l'égard des jeunes professionnels de santé qui n'avancent pas assez vite dans l'acceptation de cette vaccination. J'espère que le message va être entendu. J'ai l'impression, d'après les données des derniers jours, que la progression de la vaccination des professionnels de santé s'améliore et que donc cet obstacle est, je l'espère, derrière nous, mais ce n'est pas tout à fait sûr. Comme vous savez, il y a en l'air la discussion éventuelle d'une obligation de vaccination chez les professionnels de santé si on n'obtenait pas des chiffres satisfaisants, compte tenu évidemment du caractère absolument fondamental de la vaccination des professionnels de santé pour le bon fonctionnement du système de santé, pour éviter les infections nosocomiales, bref, pour des raisons éthiques et pratiques de santé publique absolument évidentes. Donc voilà pour moi les notions essentielles que je souhaitais vous indiquer. J'imagine que vous avez plein de questions et j'y répondrai bien volontiers. Oui, merci. Merci beaucoup pour ces points. Il est en effet important de clarifier le changement de l'extension de l'AstraZeneca et si en effet je comprends votre première réponse concernant la différence entre l'Europe et la Grande-Bretagne, on peut quand même remercier la Grande-Bretagne d'avoir permis de nous donner ainsi des données scientifiques sur l'AstraZeneca. Absolument. En ayant, eux, une politique plus offensive. Alors, on va faire des séries de questions. Donc, Bernard Jomier, on va prendre cinq commissaires et ensuite, il y aura une deuxième série et vous pourrez répondre à l'issue des 5 questions. Bernard Jomier, qui est à distance. Alors, je vais poser la question parce que Bernard Jomier, il y a une obligation. Il est là. Non, donc il va poser la question et on lui transmettra la réponse puisqu'il doit partir tout à l'heure. Oui, alors, bon, merci beaucoup, Madame la Présidente, d'avoir proposé de me poser la question. Je m'excuse d'avance auprès d'Alain Fischer parce que j'ai un rendez-vous à 11h30 et j'aurai peut-être pas le temps d'écouter la réponse. Mais d'abord, merci beaucoup pour sa présence. Merci à Catherine Deroche d'avoir organisé cette audition. J'ai 2 questions à poser à Alain Fischer. La première, c'est que il semble que les données qui remontent des hôpitaux, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes de moins de 60 ans qui souffrent de formes sévères de la Covid, qui sont hospitalisées et qui sont même en réanimation. En gros, que la baisse de l'âge moyen en réanimation n'est pas qu'un effet de protection des plus de 85 ans, mais il y a bien une hausse en chiffres bruts des personnes jeunes en réanimation. Or, la stratégie vaccinale actuellement visait à protéger d'abord les 14-15 millions de personnes vulnérables, dont les moins de 60 ans, en gros, ne faisaient pas partie. Donc, est-ce que ça modifie notre stratégie vaccinale et surtout notre capacité à protéger rapidement le système hospitalier de la saturation? Et ma deuxième question porte sur les personnes souffrant de pathologies mentales sévères. La Haute Autorité de Santé, dans un avis du 2 mars, a recommandé leur vaccination, donc même les personnes jeunes. Le 4 mars, Olivier Véran ne s'est pas exprimé sur cette question. Est-ce que cet avis de la HAS va être appliqué et dans quel délai? Voilà. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Non, mais je vais demander à Alain Fischer de répondre rapidement à Bernard Jomier, qui préside par ailleurs la mission sur les suites du Covid. Donc, on va faire une exception. Vous avez complètement raison sur l'augmentation du nombre de personnes relativement jeunes aujourd'hui en réanimation. Donc, il y a 2 facteurs qui interviennent. Il y a quand même la réduction, il y a quelques chiffres qui le montrent, ça c'est une bonne nouvelle, du nombre de personnes âgées grâce à la vaccination, mais il y a aussi l'effet des variants, enfin spécifiquement en France essentiellement du variant dit britannique, qui est largement prédominant, sauf en Moselle, à La Réunion et à Mayotte, mais ailleurs, partout ailleurs en France, c'est le variant britannique qui prédomine. Ce variant, il n'est pas plus sévère, mais il est plus contagieux. Donc, il est lié à toute la problématique actuelle de la persistance de la pandémie en France à un niveau relativement élevé, alors qu'on voit le virus initial s'estomper et celui-là prédominer avec un coefficient de contagiosité plus élevé et qui explique qu'il y ait un peu plus de personnes plus jeunes qui soient effectivement en soins intensifs. Est-ce que ça doit amener à modifier la stratégie vaccinale?
En termes qualitatifs, je dirais non, parce que néanmoins, les personnes plus âgées restent beaucoup plus fragiles, que ce soit en termes de nombre d'hospitalisations ou en nombre de décès. Ça ne change pas le risque pour une personne donnée d'être malade, gravement malade ou de décéder. Évidemment, le message, c'est d'aller au plus vite, d'accélérer tant qu'on le peut la vaccination. Bon, déjà, le fait qu'on puisse vacciner des gens à partir de 50 ans avec facteur de risque, on sait que c'est ceux-là qui sont en réanimation. Le nombre de personnes obèses en réanimation, par exemple, est très important. Donc, une partie de ceux-là devrait pouvoir être protégés dans les toutes prochaines semaines puisque leur vaccination est en cours. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, j'espère bien que dès début avril, on vaccinera donc toutes les personnes âgées de plus de 65 ans et puis assez vite, courant avril, toutes les personnes âgées de plus de 50 ans. Donc, on devrait voir à ce moment-là un impact plus fort au niveau des réanimations. Concernant votre seconde question sur les pathologies mentales sévères, la recommandation de notre conseil est la même que celle de l'HAS, c'est-à-dire de prendre en compte absolument ces pathologies pour que ces personnes soient vaccinées. Effectivement, je n'ai pas vu passer un avis direct du ministère, mais de facto, je sais au moins dans un certain nombre d'endroits, c'est fait, et je pense que nous pouvons tous insister auprès du ministère que ça soit absolument officiel. Il n'y a pas de discussion sur l'indication de la vaccination des gens qui ont des pathologies mentales sévères. Alors, ceux qui sont en institution, ça avance pas mal, mais également, heureusement d'ailleurs, tous ces patients ne sont pas en institution et doivent bénéficier au plus vite de la vaccination, quel que soit leur âge. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons passer à la suite des questions. Alors, Florence Lassarade. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Professeur Fischer. Beaucoup de questions ont été déjà abordées. Moi, je voudrais avoir votre sentiment sur la façon dont les médecins sont utilisés et traités dans cette stratégie vaccinale. D'abord avec un petit flacon par semaine, avec des gens à convoquer, maximum 2 jours pour utiliser le flacon. Ensuite, la semaine suivante, cette semaine, on leur dit, alors qu'ils ont commencé à bien organiser leur système de vaccination, parce qu'on demande quand même une surveillance après le vaccin, on leur dit non, cette semaine, non, pas de vaccination, pas de. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le terrain, les gens qui ont plus de 50 ans ou 65 ans qui cherchent à se faire vacciner, ils prennent plusieurs portes d'entrée. Ceux qui sont très débrouillards, ils vont être sur 3-4 sites en même temps, y compris chez leur médecin traitant, et ils obtiendront un vaccin. Ceux qui n'arrivent pas à se débrouiller avec Internet, ils restent sur la touche. Donc il y a une inégalité totale, une incompréhension des médecins qui peut-être la semaine suivante vont dire après tout qu'on se débrouille sans nous puisqu'on nous traite de cette façon-là. Et dernière chose que je voudrais aborder, c'est la vaccination des jeunes. Moi, j'étais avec 40 étudiants la semaine dernière en visio qui réclament à corps et à cri la reprise d'une vie normale. On sait que c'est par les jeunes que l'épidémie galope. Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas envisager assez rapidement de vacciner les étudiants et je dirais la population plus jeune, comme c'est fait dans certains pays européens, même post-Brexit. Merci. Corinne Imbert, on va prendre 5 questions. Corinne Imbert. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Professeur d'avoir pris du temps avec les membres de la Commission des Affaires sociales ce matin. Je vais revenir sur le début de votre intervention concernant ce qu'a signifié Madame la Présidente sur le démarrage poussif par rapport à la Grande-Bretagne. Parce que ce qui nous a un peu étonnés ici au Sénat, c'est que lors d'une audition du groupe d'amitié France-Allemagne, l'ambassadeur d'Allemagne en France a dit qu'effectivement, bien sûr, il a confirmé cette commande au niveau européen des doses vaccinales, mais il a rajouté que chaque pays avait la possibilité de commander des doses vaccinales supplémentaires. Alors, est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que la France, qui aurait peut-être, par choix délibéré, misé sur un futur vaccin Sanofi ou Pasteur, se serait privé, aurait renoncé à certaines commandes de vaccins ou pas? Voilà, c'est juste besoin d'un éclairage de votre part. Je vous remercie. Très bien. Marie-Pierre Richer.
Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Professeur. Je voudrais juste, en préambule et très court, quand même saluer tous les élus, les maires et leurs conseils municipaux, ainsi que les professionnels de santé actifs et retraités, qui permettent quand même la diffusion sur le territoire de la vaccination, qui ont été proactifs, qui l'ont proposé d'ailleurs très tôt. Je reviens sur l'AstraZeneca. Parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, des personnes de 80 ans et plus appellent encore la plateforme 0800 et quelques, puisqu'ils n'ont pas accès au vaccin, puisque cela fait défaut. Et on commence à leur proposer l'AstraZeneca. Alors, moi, j'avoue que je suis un peu perdue dans toutes les explications. En préambule, vous avez rappelé qu'il s'adressait aux personnes âgées jusqu'à 75 ans. Ensuite, il me semble que vous avez parlé d'une étude qui permettrait d'aller au-delà, et je voudrais connaître la notion de personnes âgées, s'il vous plaît. Merci. C'est la première fois qu'il me semble que vous avez parlé. C'est formidable. Hein. Donc, Chantal de Seine, et ensuite Laurent Burgoa et Monsieur le professeur Fischer répondent. Merci Madame la Présidente. Professeur, je voulais vous interroger sous la sous-vaccination des professionnels de santé. Il semblerait que les médecins soient largement vaccinés, mais au fur et à mesure que l'on descend dans la chaîne de soins, il semblerait qu'il y ait beaucoup de réticences, et on dit que globalement, il y aurait 30% des professionnels de santé vaccinés. Et en conséquence, je voulais savoir quel était votre point de vue sur l'obligation vaccinale des professionnels de santé. Très bien. Laurent Burgoa et ensuite le professeur Fischer répondra à cette première salve de questions. Oui, merci Madame la Présidente, merci professeur. Moi j'aimerais revenir, professeur, sur la territorialisation en matière de santé, puisqu'on voit depuis quelques semaines que le gouvernement souhaite territorialiser sa politique sanitaire en matière de Covid. Donc on voit que de nos jours, il y a une vingtaine de départements où les taux d'incidence sont très forts. Est-ce que sur ces 20 départements, il pourrait y avoir une politique de vaccination différente si, par exemple, le préfet et les élus de ces départements souhaitaient, pour éviter des mesures plus coercitives, je pense notamment à un confinement que nous ne souhaitons pas, justement, est-ce qu'il peut y avoir un changement de stratégie pour endiguer la pandémie? Très bien, je vous laisse répondre, professeur, à ces premières questions, et ensuite nous aurons deux autres séries. Mettre votre micro, professeur Fischer. Ok, c'est bon, vous m'entendez? D'accord. Donc la question concernant la façon dont les médecins sont traités dans la campagne vaccinale. Donc je rappelle que les médecins peuvent, depuis une huitaine de jours, peuvent vacciner, qu'ils ont, pour 40 000 d'entre eux, médecins généralistes, ça fait à peu près 2/3, commandé des vaccins. Pas tous pour l'instant, ce qui est un problème en soi, parce que ça veut dire qu'un tiers de nos concitoyens qui ont un médecin traitant n'ont pas un médecin traitant qui vaccine aujourd'hui. Donc c'est une difficulté qui, j'espère, se résoudra par l'implication progressive des médecins, de beaucoup d'entre eux, de ceux qui, pour l'instant, ne se sont pas inscrits pour la vaccination, et aussi à travers la vaccination en pharmacie. C'est un premier point. Le second point concerne le fait qu'initialement, le nombre de flacons disponibles était limité, effectivement, parce qu'il n'y avait pas un très grand nombre de vaccins à disposition, mais néanmoins, et c'est une des difficultés qui a conduit à cette incompréhension, et c'est clairement ces maladresses de communication en début de semaine, c'est qu'il y a aujourd'hui, enfin il y avait, je ne sais pas aujourd'hui, mais il y avait lundi 400 000 doses de vaccins AstraZeneca qui étaient quelque part entre les pharmacies et les médecins qui n'avaient pas été utilisés, alors qu'en principe, ils auraient dû l'être, ils avaient été commandés pour que les vaccins soient menés. Et là, il y a une difficulté qui est que, j'ai discuté avec un certain nombre de médecins généralistes ces derniers jours, il y a d'un côté des médecins généralistes qui ont joué le jeu à fond, qui se sont engagés, qui ont pris les rendez-vous et qui ont commandé leur vaccin et qui ont administré leur vaccin et qui se retrouvent maintenant transitoirement pour quelques jours, mais en difficulté de ne plus avoir de doses disponibles pour vacciner. Et d'autres médecins, je ne leur jette pas la pierre, mais c'est un fait, qui se sont engagés, mais qui n'ont pas vraiment vacciné beaucoup. Donc il y a un déséquilibre complexe qui fait qu'il y a une accumulation de doses non utilisées alors qu'ils auraient dû être utilisées, et de l'autre côté, des frustrations de médecins qui n'arrivent pas à vacciner.
Je pense que cette affaire, sur le plan de la communication, a été très maltraitée, mais il faut quand même la remettre dans ce contexte général. Il faut ensuite quand même relativiser les choses. C'est que les médecins, en fait, dès la fin de cette semaine, vont pouvoir recommander à nouveau des vaccins, et donc il n'y aura pas vraiment d'interruption, et que les doses commandées pourront être administrées. Je pense que ceci doit être clair, mais il faut aussi qu'il y ait un engagement un peu plus fort des médecins dans cette campagne, même si, de façon très heureuse, la complémentation de la vaccination par les pharmaciens, et je l'espère, et je crois que c'est le cas très souvent sur le terrain, par une bonne entente locale entre les médecins et les pharmaciens, et une possibilité de flexibilité qui va aller croissant par le fait que les deux types de professionnels de santé vont pouvoir vacciner, ils vont pouvoir s'entendre pour savoir qui vaccine qui, sur un territoire donné. Donc je pense que progressivement, les difficultés de mise en place, les difficultés de communication, etc., devraient s'estomper. Juste un point, parce que vous avez parlé de la nécessité d'une surveillance des personnes. Avec le vaccin AstraZeneca, il n'y a pas vraiment de nécessité de surveillance, bon, évidemment dans les 2-3 minutes qui suivent, mais la préconisation de surveiller pendant un quart d'heure les personnes après vaccination, ça concerne les vaccins à ARN en raison des risques de choc anaphylactique dont le risque avec les vaccins AstraZeneca, de type AstraZeneca, est infiniment plus faible. Donc il n'y a pas nécessité pour un médecin ou un pharmacien ou quiconque de garder un quart d'heure à proximité la personne qui vient d'être vaccinée. C'est juste pour préciser, et après tout, c'est un élément de simplification de la vaccination. Globalement, les médecins généralistes, avec les doses déjà commandées et celles qui vont être commandées maintenant, vont disposer de 1 600 000 doses pour vacciner leurs patients. Donc la seule chose qu'on peut souhaiter, c'est qu'effectivement ces doses soient utilisées et qu'un maximum de sujets, on en parlait tout à l'heure, de l'importance de vacciner rapidement, puissent l'être très très vite. La seconde question de Madame concerne les jeunes et leur aspiration légitime à un retour à une vie normale. Est-ce qu'on peut envisager de vacciner les étudiants plus vite que ce n'est prévu aujourd'hui? La difficulté, par définition, c'est que si on vaccine les étudiants, on vaccinera moins les personnes âgées et les personnes malades. Et objectivement, même si on a tous envie que les étudiants puissent mener une vie normale le plus vite possible, décemment, il paraît difficile de priver du vaccin quelqu'un qui a un risque d'être hospitalisé qui est 50 fois supérieur ou 20 fois supérieur en fonction de son âge et qui risque avec un risque de mort de cet ordre de grandeur plus élevé. Je pense que ce n'est pas possible, et l'immense majorité des pays, pour ne pas dire la totalité, ont fait le même choix que la France, c'est-à-dire de privilégier les personnes en fonction des facteurs de risque de gravité de la maladie. Le seul message, il est majeur évidemment, c'est que dès que possible, pouvoir vacciner les étudiants. Logiquement, les jeunes étudiants, et pas que les étudiants d'ailleurs, devraient pouvoir commencer à être vaccinés vers le mois de juin, donc pour l'été. Donc il y a encore malheureusement à tenir 2-3 mois, mais décemment, je ne vois pas comment on peut remettre en cause une politique qui protège en priorité les personnes fragiles, très fragiles, comme cela a été fait. La question suivante je crois, M. Humbert, concernant la possibilité éventuelle de chaque pays d'acheter des vaccins en plus de ceux qui sont délivrés à travers les achats communs de la communauté européenne. Écoutez, à ma connaissance, je ne suis pas plongé dans les négociations européennes, bien évidemment, ce n'est pas mon rôle, mais à ma connaissance, ce n'est pas le cas, sauf des situations un peu sauvages, que je qualifie de sauvages. C'est ce que fait par exemple la Hongrie, qui, bien qu'étant dans la communauté européenne, s'est fait livrer du vaccin russe et vaccine, et la Pologne, je crois aussi, de façon relativement intense avec le vaccin russe, bien qu'en Russie, ils ne vaccinent pas beaucoup avec le vaccin russe, mais c'est une autre question de nature politique. Donc la France, comme l'immense majorité des pays, et l'Allemagne elle-même, joue le jeu d'une vaccination avec les vaccins qui ont reçu l'autorisation de la communauté, de l'Agence européenne du médicament. Je pense que ce qui n'est pas le cas, comme vous le savez, pour l'instant, du vaccin russe ou chinois éventuellement, ce qui est quand même une garantie de sécurité et de sérieux sur les produits que nous administrons, que nous faisons administrer à nos concitoyens. L'Allemagne a quand même la même situation que la France. Si vous regardez où en est l'Allemagne en vaccination, c'est quasiment la même chose que la France apportée au nombre d'habitants. Donc il n'y a pas de surcommande et de jeux individualistes en dehors de quelques pays de l'Est. Ce n'est pas le cas. La question de l'administration du vaccin AstraZeneca. Alors, je confirme que la limite n'est pas 75 ans.
Il n'y a pas de limite d'âge à l'utilisation des vaccins AstraZeneca, donc c'est tout à fait légitime qu'une personne âgée de 80 ans ou plus, qui n'arrive pas encore, parce que malheureusement ça peut encore arriver, à avoir un rendez-vous dans un centre, et qu'on puisse lui offrir un vaccin AstraZeneca. Il faut le faire, c'est très bien. Je répète que les résultats, en particulier en Écosse, là où il y a le plus grand nombre de personnes analysées, mais aussi d'Angleterre, à ce propos, montrent que ces vaccins sont aussi efficaces que le vaccin Pfizer. Donc, c'est tout à fait une bonne proposition qui a été faite à la personne que vous évoquiez, et il faut que cette personne accepte cette proposition d'être vaccinée par le vaccin AstraZeneca. Ensuite se pose la question des professionnels de santé, qui est effectivement une question sérieuse. Le rythme de croissance de la vaccination, il est un petit peu plus élevé que les chiffres que vous donnez. Au 7 février, 34% des professionnels de santé hors EHPAD étaient vaccinés, 46% des professionnels de santé en EHPAD. C'est insuffisant, mais un petit peu moins mal que ce que vous disiez. Je l'indiquais, ces tout derniers jours, il semble y avoir un frémissement positif avec plutôt un rattrapage. Peut-être que les différentes campagnes et surtout localement, les interventions de beaucoup de médecins, de beaucoup de professionnels de santé en général, des différents ordres, médecins, pharmaciens, infirmiers, etc., qui engagent, qui encouragent, qui incitent fortement leurs collègues à se vacciner, commencent à porter ses fruits. Il n'est pas exclu que par ailleurs, que le fait que le concept d'obligation vaccinale ait été évoqué aussi porte un tout petit peu ses fruits. Ma vision des choses, on y travaille avec notre conseil, on va élaborer un avis là-dessus, mais notre vision, c'est en gros de dire qu'il y a encore la place, même s'il faut aller vite, pour de la pédagogie, pour de la concertation, pour de l'explication avec tous les professionnels de santé en s'aidant de tout le monde et en particulier de leurs propres collègues. Je pense aux infirmiers, par exemple. L'ordre des infirmiers et la plupart des syndicats font un très bon travail pour essayer de persuader les différents membres de leur corporation à se faire vacciner. Maintenant, si ce travail s'avérait insuffisant, disons dans 15 jours, enfin, je dois donner une barrière précise, je pense que la notion d'obligation vaccinale se discute. Comme vous le savez, les professionnels de santé sont obligés de se vacciner contre le virus de l'hépatite B. C'est en fait pour une protection personnelle dans ce cas-là, mais en tous les cas, cela montre qu'il y a au moins un précédent et donc c'est un sujet qui pourrait être évoqué compte tenu de la nécessité que ces personnes se protègent elles-mêmes, se protègent entre elles, évitent au maximum les infections nosocomiales et aussi se montrent exemplaires à l'égard de la population, puisqu'évidemment on va vouloir, on en parlait à l'instant, dans les mois qui viennent, vacciner un maximum. Il faudra vraiment un maximum pour enrayer la pandémie compte tenu de la contagiosité des variants. Donc un maximum de personnes. Donc il faut être exemplaire. Donc si on n'y arrive pas par la pédagogie, mais on peut comprendre qu'il faille un petit peu de temps, c'est aussi légitime. Enfin, bon, il faut rassurer sur l'efficacité, sur la tolérance de ces vaccins. Mais l'obligation vaccinale, je dirais, c'est le dernier recours. Comme vous le savez, c'est du domaine législatif. Donc dans ce cas-là, vous auriez à en débattre. Donc voilà mon sentiment. Et la dernière question portait sur éventuellement la modulation de la vaccination en fonction de l'incidence et de vacciner plus dans les régions à forte incidence. Alors cela a déjà été fait, soit je dirais de façon quantitative ou qualitative, je m'explique. Quantitative, à Dunkerque, en Alpes-Maritimes, il y a des doses supplémentaires de vaccins qui ont été livrées. Et en Moselle, c'est qualitatif. La Moselle est particulière, je l'ai évoqué tout à l'heure, parce que dans ce département, il se trouve que le variant dit sud-africain, qui est un peu plus embêtant en termes de risque d'échappement à l'immunité naturelle, est prédominant. Et comme on a une incertitude encore, on n'a pas les informations sur l'efficacité du vaccin AstraZeneca à l'égard de ce virus, c'est de façon spécifique, le vaccin Pfizer est utilisé en Moselle. Et d'ailleurs, j'ai repéré que le taux de vaccination en Moselle s'est franchement accéléré ces derniers temps et c'est une bonne chose. Donc on peut concevoir effectivement que de continuer à moduler la délivrance des vaccins en fonction des poussées dans tel ou tel territoire de la pandémie. En même temps, il faut être conscient que, comme par définition, le vaccin n'agit pas immédiatement. Pour les vaccins ARN, c'est en gros, il faut 12 à 14 jours. Pour les vaccins adénovirus, c'est plutôt 18-21 jours. Donc, il y a malheureusement un délai pendant lequel il n'y a pas la vaccination n'apporte pas
d'aide supplémentaire. Mais ce n'est pas une raison de ne pas le faire. Et au cas par cas, en fonction de ces problématiques, soit de variants, soit de poussée d'incidence, il n'est pas illégitime de moduler la vaccination et le nombre de doses apportées pour que celle-ci se produise au moins dans les populations ciblées. Et je dirais à nouveau chez les professionnels de santé pour des raisons évidentes de bon fonctionnement du système. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons encore pas mal de questions. Donc, Monsieur Théophile. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Professeur, merci pour toutes ces informations utiles. Je vous entends pas, moi. Merci pour toutes ces informations utiles. Moi, je voudrais attirer l'attention sur la situation en Outre-mer qui est préoccupante et hétérogène, tant par la hausse des cas en Guadeloupe, les confinements à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, que par les réalités logistiques et les caractéristiques démographiques différentes de ces zones. Enfin, les chiffres de la vaccination des personnes prioritaires sur ces territoires sont bien plus faibles qu'en Hexagone. Par quelle mesure la vaccination pourrait être accélérée efficacement sur ces territoires où la confiance est parfois une barrière supplémentaire et vraiment exponentielle par rapport aux autres territoires? Merci, Brigitte Micoulot. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Professeur, je voudrais d'abord me faire l'écho des médecins fort mécontents. Je les ai eus, j'en ai eu une bonne dizaine de Toulouse en début de semaine, qui après avoir passé des heures sur les dossiers médicaux, se sont vus refuser des vaccins. Après avoir passé là aussi des heures à leur donner rendez-vous, ils sont obligés de remettre les rendez-vous. L'efficacité de la vaccination est avant tout permet une immunité de groupe. Et cette immunité de groupe, je voudrais vous citer dans l'obligation de faire vacciner les enfants. Je vous cite, c'est un mal transitoire pour un bien sur le long terme. Alors, vous avez répondu à la question de Chantal Dessaigne sur l'obligation vaccinale. Je sais que c'est du domaine législatif, mais je pense qu'avant d'en arriver là, il faudrait peut-être élaborer une stratégie pédagogique pour les rassurer et lever les doutes et dissiper les doutes qu'ils ont. C'est à vous de nous expliquer comment on peut lever les doutes. Madame Sollogoub. Oui, merci Madame. Daniel Chassaing. Merci Madame la Présidente, merci Professeur pour vos informations. Alors, si j'ai bien compris, la vaccination protège des formes graves, mais on n'est pas certain qu'elle protège de contracter la maladie et en tout cas de façon certaine de la propager. Alors c'est pour ça que j'attendais avec une certaine impatience une campagne de communication grand public qui avait été annoncée afin que les personnes vaccinées continuent à bien maintenir les gestes barrières afin d'éviter que la campagne de vaccination ne se double d'une flambée de la propagation de la maladie. Or, en fait, hier, pour la première fois, j'ai vu un spot de cette fameuse campagne publicitaire. Alors, on y voit une grand-mère qui est toute contente de se faire vacciner. Et juste après, ses petits-enfants se jettent dans ses bras et tout le monde s'embrasse. Et il est écrit en tout petit, une fois que vous êtes vacciné, il faut conserver les gestes barrières. Alors, je trouvais que le film n'allait pas du tout avec la légende. Et voilà, est-ce que vous ne croyez pas qu'il est maladroit de laisser entendre au grand public que la vaccination permet de se sauter dans les bras? Je vous remercie. Oui, c'est vrai, c'est très juste cette remarque. Moi aussi, j'ai pensé à la même chose. Daniel Chassaing. Merci, ensuite, Madame. Bernard Bonne et Madame Poncet-Monge. Et il y aura encore une troisième série de questions. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Professeur. Deux questions. Première question. Les professionnels sont peu vaccinés. Leur réticence... Eh bien, le vaccin AstraZeneca ne serait pas actif sur les variants, notamment africains. Deuxième question. Lorsqu'on fait une vaccination en maison de santé, ce qui est vraiment confortable, c'est de pouvoir être en binôme avec une infirmière pour d'abord, il y a un examen du malade, préparation des vaccins, prise de la tension artérielle, surveillance, certificat de vaccination et également rendez-vous.
Vous nous avez répondu un petit peu en disant qu'avec l'AstraZeneca, il n'y avait pas de surveillance, mais jusqu'à présent, on le faisait. La question que je voulais vous poser, l'infirmière, on a interrogé la sécurité sociale, l'infirmière n'a pas droit au remboursement. Dans ma maison de santé, on reverse des honoraires à l'infirmière, mais c'est dommage que l'infirmière ne puisse pas être remboursée. Merci. Très bien, Bernard Bonne et ensuite Madame. Oui, merci, Madame la Présidente, merci au professeur Fischer. Première question rapide, le comparatif en pourcentage, si vous l'avez, entre les différents pays, notamment Allemagne, Italie et Israël. Alors pas en nombre, mais en pourcentage. Ensuite, comment expliquer les paroles de notre cher ministre de la Santé qui prévoyait qu'avant la fin juillet et début août, 60 millions de personnes seraient vaccinées, alors qu'on en est aujourd'hui au bout de 2 mois et demi à 6 millions et qu'il en reste 54 millions à faire en 5 mois. Troisième question, est-ce qu'on pourrait clarifier le calendrier réel et communiquer correctement sur la vaccination au niveau des personnes, qu'elles soient avec ou sans comorbidité? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas, on nous dit un jour que les personnes pourront être vaccinées à telle date quand elles ont 60 ans sans comorbidité. À d'autres moments, on dit autre chose. Bref, il faudrait vraiment, clairement, un calendrier qui explique à tout le monde. Et puis, aussi un mot sur les médecins, je crois qu'il est très ennuyeux quand même de les montrer du doigt parce qu'on a reçu de la part de nombreux syndicats de médecins des plaintes comme quoi ils avaient reçu en un mois plusieurs directives contradictoires ou qui s'ajoutaient les unes aux autres, qu'ils sont pour la plupart très volontaires pour vacciner tout le monde, qu'il y a quelquefois des problèmes ridicules au niveau des départements, où on ne peut pas aller d'un département à l'autre, même si on est très proche, ce qui est le cas à beaucoup d'endroits. Bref, ne mettons pas les médecins en difficulté. Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'eux. Et si on veut vacciner les 54 millions de personnes qui restent, essayons en tout cas de les aider dans ce sens. Très bien. Et pour terminer, Raymond Poncet-Monge et ensuite le professeur Fischer répondra. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Professeur. Oui, je voudrais revenir moi aussi sur les 35% de soignants vaccinés. Il faut quand même rappeler, parce que c'est vrai que ça vient d'être dit, ces campagnes un petit peu de stigmatisation des professionnels de santé sont assez désagréables, parce que je rappelle quand même que pour les soignants, il a été conseillé une sorte de stop and go, quoi, c'est-à-dire d'arrêter, ou du moins de faire une rotation et un espacement dans les services de la vaccination de ces soignants. Ça a été le cas. Je connais un service de soins infirmiers à domicile qui a été complètement désorganisé par l'absentéisme des effets secondaires et qui désormais fait ça au goutte à goutte, quoi. D'autant plus que, vous devez le savoir, les effectifs se manquent de partout et donc maintenant c'est quelquefois par unité on se fait vacciner tous les 3 jours. Donc il y a cet effet d'espacement et de rotation dans des services super tendus en termes d'effectifs. Donc forcément, ça va plus lentement. Mais je voudrais aussi revenir pour savoir si si j'ai bien compris. Effectivement, pour les soignants, beaucoup de soignants demandent à avoir le choix avec le vaccin ARN. Pas tant pour ses effets secondaires, on a bien compris qu'ils étaient mineurs, sauf pour l'organisation des services, mais surtout, ça vient d'être dit, parce que ce vaccin est peu efficace, très très peu efficace par rapport aux variants d'Afrique du Sud. Et donc j'aimerais vraiment me voir confirmer que en Moselle, en Réunion et à Mayotte, c'est un vaccin ARN qui est proposé aux soignants, et qui ne pourront pas... et que cette politique vaccinale un petit peu se modifie. Et moi, j'irais un peu plus loin, alors de façon sûre qu'elle soit proposée en Moselle, Réunion, Mayotte, mais aussi que pour les soignants, que soit ouvert quand même la possibilité de préférer le vaccin ARN, parce qu'il a été difficile de se faire vacciner une première fois, ce sera difficile de se refaire vacciner le jour que ce variant se diffusera.
Très bien. Alors, voilà. Deuxième série de questions. Je vous laisse répondre, professeur. Et ensuite, nous aurons encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. La première question concerne l'outre-mer, qui est un vrai sujet, parce qu'effectivement, quand on regarde les chiffres de vaccination outre-mer, ils sont significativement moindres qu'ils le sont en métropole. Et avec des données, évidemment, il y a des notions contradictoires. C'est une population plus jeune en moyenne, donc il y a moins de personnes à première priorité, mais il y en a quand même beaucoup. Et si on regarde parmi les personnes prioritaires, il y en a relativement peu de vaccinés. Donc là, il y a des difficultés, clairement de logistique, bien que je sais que des efforts énormes sont faits pour que les vaccins arrivent au niveau des différents territoires d'outre-mer. Il y a la question qui a été évoquée de la confiance, effectivement, remonte. Et le conseil scientifique, je ne sais pas si vous avez vu son avis, mais qui est sur son site, a fait un travail assez remarquable d'analyse de la situation dans les territoires de nos différents territoires d'outre-mer. Et il y a la question de la confiance en la vaccination est présente en métropole, mais elle est infiniment plus prégnante là-bas, et cela pose difficulté. Et donc, il y a un gros effort de pédagogie à faire, on y revient, mais encore plus important dans ces territoires. Évidemment, ça repose beaucoup sur les professionnels de santé qui doivent essayer de convaincre leur patientèle du bien fondé de la vaccination. C'est un souci, et ça ne se résoudra pas du jour au lendemain. Donc, c'est pédagogie, explication. Plus donc livraison accélérée des vaccins, et Réunion Mayotte, donc c'est les deux territoires où il y a une prédominance du variant sud-africain, donc où le vaccin type Pfizer est préconisé et est de fait utilisé. Mais je suis d'accord avec M. Théophile, je crois son nom, sur le fait que ces territoires sont une source de soucis pour des raisons multifactorielles que j'ai évoquées, et je pense que tout le monde doit se retrousser les manches pour essayer progressivement, en particulier, de convaincre les populations de bien vouloir se faire vacciner. Ensuite, plusieurs d'entre vous sont revenus sur la problématique des médecins. En tous les cas, de mon point de vue, et bien évidemment, je n'ai aucune raison de les stigmatiser. Au contraire, on n'a aucune envie. C'est un, de les remercier, et deux, de les encourager à participer à l'effort national de vaccination. Ils ont réclamé pendant longtemps, à juste titre, de pouvoir être associés à la campagne. Ils le sont depuis très peu de temps. C'est la vaccination grâce à la possibilité d'utiliser le vaccin AstraZeneca. Il y a des contraintes qui sont liées au fait, et c'est incontournable, que ces vaccins sont délivrés sous forme de flacons 10 doses. Donc, ce n'est pas aussi simple que la vaccination antigrippale. Il faut organiser des séances de vaccination. Cela dit, qui peut mieux que les médecins qui connaissent leur patientèle savoir quels sont leurs malades prioritaires, et c'est aussi des malades eux-mêmes qui les appellent pour organiser ces séances de vaccination. Clairement, il y a eu un cafouillage, mais encore une fois, il y a plus de communication que réelle sur la capacité des médecins de vacciner. Ils disposent de doses. Il y a beaucoup de doses encore à utiliser par les médecins. J'espère que par ailleurs, que les médecins qui ne sont pas encore engagés dans la campagne de vaccination s'y engageront, en complément bien sûr des pharmaciens. Voilà, quoi, je pense que, je répète, clairement, il y a eu des maladresses de la part du gouvernement sur la façon de parler et de s'exprimer ce lundi, mais globalement, c'est évident que la vision générale, en tous les cas la mienne, mais je sais aussi que c'est celle du ministère aujourd'hui, c'est d'associer au maximum les médecins à cette campagne, en sachant qu'il y a quelques contraintes. En même temps, et de façon juste, les médecins sont rémunérés pour cette pratique. C'est pas une générosité, c'est juste, mais il est bien qu'il en soit ainsi, et que les médecins donc s'associent au maximum à cette campagne. Sur les questions d'immunité de groupe, je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris une partie de la question. Ce que vous me citez concernant les enfants, je pense que vous faites référence plus au travail qui a été fait il y a 4-5 ans lors de la mise en place de l'obligation vaccinale chez les nourrissons, qui évidemment n'est pas le même sujet, même si on reparle un tout petit peu d'obligation vaccinale aujourd'hui. Pour l'instant, il n'y a pas d'actualité de la vaccination des enfants, même si ce n'est pas rigoureusement impossible que plus tard, ce sujet vienne à l'ordre du jour en fonction de la circulation du virus chez les enfants. Peut-être vous le savez, les laboratoires sont en train de faire des essais cliniques chez les enfants pour tester l'efficacité et la sécurité des vaccins. Donc si c'est nécessaire, on verra bien, à l'automne ou plus tard, de vacciner les enfants, ce sera éventuellement envisageable, mais ce n'est pas d'actualité du tout.
Stratégie pédagogique pour lever les doutes, oui, bien sûr, et je pense que c'est la priorité avant d'envisager une quelconque obligation vaccinale. Sa stratégie de pédagogie, elle implique les professionnels de santé qui sont au contact de la population. Elle implique les organisations au niveau des agences régionales de santé. Elle implique beaucoup de monde. Moi, chaque jour, je fais des exposés à un grand nombre de professionnels de santé des différentes régions pour leur expliquer autant que je le peux, enfin leur donner les informations dont je dispose sur les caractéristiques des vaccins et la façon de vacciner. C'est un effort collectif qu'il faut développer, bien sûr. Après, il y avait une question concernant le risque de propagation, autrement dit la transmission, la problématique de la transmission, qui est une problématique du virus. Est-ce que les vaccins préviennent la transmission? C'est une question essentielle qui est, pour espérer, si la réponse est positive, d'arriver plus vite à une immunité de groupe, bien sûr, même s'il faudra vacciner beaucoup de monde. Je l'ai déjà dit tout à l'heure en raison du niveau de contagiosité du variant britannique qui est présent, qui prédomine très très largement en France et dans le reste de l'Europe aujourd'hui. Il y a quelques notions, mais elles ne sont pas suffisamment solides pour l'affirmer, mais à travers les données de la vaccination en Israël qui laissent espérer qu'effectivement le vaccin pourrait prévenir la transmission. Cela est montré sur la réduction des formes dites asymptomatiques, fondées uniquement sur la détection d'une PCR, donc de la présence du virus. On verra ce qu'il en est, mais encore une fois, les données ne sont pas consolidées au point qu'aujourd'hui on puisse l'affirmer. C'est évidemment un sujet qui est analysé et suivi de façon très très attentive. Gestes barrières, spots, etc. Bien évidemment, aujourd'hui, compte tenu du nombre de personnes vaccinées dans notre pays, il est juste pas possible d'envisager de réduire les gestes barrières. Cela n'a aucun sens. Cela dit, dans des circonstances très précises de contact intrafamilial de personnes vaccinées, je pense que dans peu de temps, on devrait pouvoir proposer je vais utiliser le mot en franglais, de guidelines, de recommandations. Aux États-Unis viennent de sortir de telles recommandations. Je pense qu'en peu de temps, elles seront aussi en France, qui permettent, pour une famille donnée, dans un contexte très précis, en fonction de la vaccination des gens, d'envisager de se retrouver. Alors, vous critiquez le spot sur le fait qu'il serait maladroit parce qu'il laisse espérer qu'une personne âgée peut retrouver ses petits-enfants. Permettez-moi de ne pas être d'accord. Pour les personnes en EHPAD, c'est aujourd'hui une réalité possible qu'une femme, parce que dans le film c'est une femme, mais ou un homme bien sûr, qui est vacciné peut quitter l'EHPAD, enfin, retrouver sa famille et dans des conditions donc précises, retrouver ses petits-enfants. Donc évidemment, ce n'est pas encore possible pour toutes les personnes âgées, mais ça l'est en partie, et c'est une perspective qui n'est pas irréaliste dans un délai pas très lointain pour les autres personnes âgées. Donc je pense que ce spot, il indique une partie de la réalité d'aujourd'hui. Il tend vers une réalité relativement court terme, même si je ne peux pas être complètement précis, et que je pense qu'il est important de sensibiliser la population. Ça va être un enjeu majeur, je le répète, des semaines et des mois qui viennent à l'importance de cette vaccination. Donc, personnellement, je défends fortement ce spot. Notre conseil, on a poussé à ce qu'il soit diffusé assez rapidement et je suis content qu'il l'ait été, donc je me permets d'exprimer un relatif désaccord avec la personne avec la sénatrice qui a évoqué ce point. Personnel de santé et variants sud-africains et AstraZeneca. Alors attention, on n'a pas du tout lié la notion que le vaccin AstraZeneca n'est pas efficace sur le variant sud-africain. On a même des données dans un modèle animal, alors il faut être très prudent parce qu'on ne peut pas extrapoler totalement, mais le meilleur modèle animal de la maladie, c'est chez le hamster. Et chez le hamster, le vaccin AstraZeneca protège contre la pneumonie provoquée par le variant sud-africain. Je ne prendrai pas cette donnée pour dire tout va bien et c'est sûr que c'est bon, ça ne suffit pas, mais c'est plutôt encourageant. Et le fait qu'on n'utilise pas ce vaccin en Moselle, par exemple, c'est uniquement parce qu'on ne sait pas, non pas parce qu'il ne marche pas, mais parce qu'on ne sait pas, donc par mesure de prudence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que partout ailleurs en France métropolitaine, en dehors de la Moselle, le variant sud-africain est soit inexistant, soit un tout petit peu présent dans les départements autour de la Moselle, mais sans augmentation d'incidence du Covid d'une manière générale. Et ceci est surveillé de très très près. Donc il n'y a aucune raison, mais absolument aucune raison de ne pas être vacciné, qu'on soit un professionnel de santé ou pas.
avec le vaccin AstraZeneca, dont je répète que son niveau d'efficacité est absolument identique au vaccin à ARN. Donc il n'y a pas lieu de modifier la ligne sur ce point. Le rôle des infirmières, je pense, madame, vous avez absolument raison. Là, il y a un sujet, est-ce que malheureusement, pour l'instant, mais j'espère la Haute Autorité de Santé va réviser son point, qui était que les infirmières, pour l'instant, ne peuvent travailler dans le domaine de vaccination que sous la responsabilité d'un médecin. Le souhait, c'est que les infirmières aient la délégation complète de capacité de vaccination, ce qui sera notamment important lorsqu'elles vont vacciner à domicile avec des unités mobiles, ce qui est important pour les personnes à mobilité réduite, excusez-moi, ou dans le cadre d'aller vers les populations précaires. La Haute Autorité de Santé a été sollicitée pas plus tard qu'il y a 48 heures sur ce point et j'espère qu'il va bouger. Je suis complètement d'accord avec vous. Comparaison avec Allemagne, Italie, Israël. Donc Israël, évidemment, c'est un cas particulier. C'est une espèce de laboratoire à l'échelle d'un pays, petit pays, mais pour le monde entier, sur l'efficacité de la vaccination, puisqu'ils ont vacciné massivement en disposant très vite d'un très, très, très grand nombre de doses. Ils ont aujourd'hui, en moyenne, vacciné, chacun a reçu une dose. Alors, c'est pas vrai, c'est 60% des gens ont reçu, 60 et 70% ont reçu une dose, et entre 40 et 50 ont reçu 2 doses. Évidemment, ce qui est très intéressant comme information qui vient d'Israël, c'est que ça apporte la confirmation donc en vie réelle que le vaccin, en l'occurrence Pfizer, c'est celui qui était utilisé largue à manu là-bas, est efficace, prévient les hospitalisations, prévient les décès, prévient les formes asymptomatiques, j'en ai parlé, et est très bien toléré globalement, donc ce qui est une très bonne nouvelle. Juste une remarque, il eût été absolument impossible, par exemple, pour l'Europe de faire la même chose, parce qu'il y a l'Europe entière, 400 millions d'habitants, donc ça veut dire qu'on aurait aujourd'hui administré 400 millions de doses, ça veut dire plus que le total des doses qui ont été administrées dans le monde. Donc ce qui est possible pour un petit pays ne l'est pas malheureusement pour la communauté européenne, ne l'est pas pour la France. L'Allemagne et l'Italie, donc les chiffres de vaccination en Allemagne et l'Italie sont quasiment superposables aux chiffres français. Donc en France, on en est à peu 80, chaque fois je me trompe dans les 8,5 doses administrées pour 100 personnes, je crois, enfin c'est les chiffres d'hier. En Allemagne, ça doit être 9, et en Italie, à peu près la même chose. Et par contre, la France ayant vacciné plus de personnes âgées, clairement que l'Italie, par exemple, et donc avec un bénéfice attendu en termes de protection à court terme meilleur. Mais on est vraiment dans les mêmes ordres de grandeur à des chiffres là près entre l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. L'annonce du ministre concernant la capacité de pouvoir vacciner potentiellement toute la population cet été, elle n'est pas irréaliste. Elle est liée au fait qu'on n'est pas dans un système linéaire de croissance de la vaccination. Je répète, en termes à la fois de vaccination effectuée et de doses, on a doublé entre janvier et février, on double entre mars et février, on va presque doubler entre avril et mars, et doubler certainement au niveau de mai. Donc la croissance, elle n'est pas linéaire, elle est exponentielle. Et elle doit permettre, compte tenu du nombre de doses, sauf catastrophe industrielle, mais qui seront disponibles en juin, juillet, août. Je vous répète, c'est l'ordre de grandeur de 5 millions de doses par semaine en juin. Ça va au-delà de 5 en juillet, août, si on fait les calculs. Pourvu que ces vaccins arrivent réellement, il y a quand même très très forte chance que ce soit le cas, et que les personnes aient confiance en la vaccination. Pour moi, je le répète pour la 3e fois, c'est un sujet central. C'est l'adhésion en particulier des plus jeunes. On parlait des étudiants tout à l'heure, mais aussi des gens qui ont 30 ans ou 40 ans, qui ne se sentent pas forcément menacés par le Covid. Leur adhésion à la vaccination, il y a le potentiel pour les vacciner tous cet été, je le confirme, et donc il faut juste s'y employer pour que cela se fasse. Alors le calendrier réel, comme vous dites, le calendrier réel, c'est que l'objectif, c'est qu'en mars, on puisse faire en sorte que toutes les personnes âgées de plus de 75 ans aient eu au moins leur première dose, que potentiellement 60%, disons 60-70% des professionnels de santé se soient vaccinés, que l'objectif EHPAD, il est atteint, il est même dépassé, donc je n'y reviens pas. Et pour les personnes atteintes de pathologies, de comorbidité, donc dont la vaccination vient de commencer, 4,5 millions, qu'ils puissent recevoir leur première dose entre mars et la première moitié d'avril.
Et je vous rappelle que l'objectif, c'est d'ouvrir la vaccination sans restriction aux personnes âgées de 65 ans tout début avril, et ensuite, courant avril, fin avril, c'est difficile d'être quand même plus précis, aux personnes âgées de plus de 50 ans, sans restriction, et qu'ensuite, donc, on arrive à mai, juin, à ouvrir au reste de la population. Mais c'est très difficile d'être quand même plus précis que ce calendrier-là, compte tenu du suivi du rythme de la vaccination. Ça implique que les centres de vaccination deviennent augmentent leur capacité. Hein. Donc il faut plus de centres et des centres avec plus de débit de vaccination, ce qui veut dire qu'il faut des personnes. Donc il y a tout un travail important de recrutement de personnes impliquées, notamment des étudiants qui sont très volontaires, c'est assez remarquable, les étudiants en médecine, les étudiants infirmiers, etc., de les impliquer dans la vaccination. Mais à ce prix-là, on doit pouvoir y arriver. Les médecins, on en a, je n'y reviens pas. Les professionnels de santé, bien sûr qu'il ne faut pas, il n'y a vraiment aucune raison de le faire, et même, ce serait assez scandaleux de et je pense que c'est bien d'espacer un peu les injections de vaccins AstraZeneca pour des personnes travaillant dans la même unité pour éviter, si jamais il y a trop d'effets secondaires, qu'il y ait trop de personnes qui s'arrêtent en même temps. Mais j'ajoute encore une fois que l'utilisation du paracétamol permet de réduire grandement, pas complètement, mais grandement ces syndromes grippaux et doit même éviter quasiment tout absentéisme. Donc on peut expliquer et rassurer ces personnes. Elles peuvent se faire vacciner sans désagrément majeur. Un petit désagrément, un peu de fièvre, ok, d'accord. On a tous connu ça avec la vaccination. Et à nouveau, le choix du vaccin n'est pas justifié. Je le répète, sauf Moselle et quelques 2 territoires outre-mer, la problématique du variant sud-africain n'est pas une problématique. Et encore une fois, je répète que ce vaccin, on ne peut pas dire qu'il ne soit pas efficace. On a simplement un défaut d'information, ce qui n'est pas du tout la même chose, et qu'il est parfaitement efficace sur le variant britannique, qui représente aujourd'hui 50 à 80% des virus isolés dans tous les départements français, sauf la Moselle. Donc, encore une fois, aucune raison de ne pas utiliser ce vaccin AstraZeneca. Et donc, les professionnels de santé peuvent et doivent se faire vacciner. Et il faut répéter ce message, l'expliquer, convaincre. J'espère qu'on y arrivera dans les prochains jours. Voilà. Très bien, merci. Nous allons continuer les questions. Auparavant, si vous pouvez, en fin d'audition, nous faire un point sur les vaccins actuellement en cours d'homologation, éventuels, s'il y a des traitements. On nous avait annoncé à Lille des essais cliniques sur un traitement de la maladie, donc si vous pouviez aussi nous faire ce point-là. Et par rapport au variant britannique, donc d'après ce que je comprends, le virus initial qu'on a connu lors de la première vague en voie de disparition est remplacé par le variant britannique. Est-ce qu'il y a, au-delà de la question de Bernard Jomier sur la gravité, des signes? On nous dit qu'il y aurait moins de signes un peu pathognomoniques comme était la gueusie, l'anosmie initialement et moins dans ce variant. Est-ce que vous pouvez confirmer les différences? Et puis je vais passer la parole à notre collègue Dufour, ensuite Viviane Mallet, Madame Cohen, Monsieur Van Leyenberg, Madame Apur-Sopoli et Monsieur Savary. Donc, Monsieur Dufour. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Professeur pour ces explications. Moi, si vous voulez, je vais revenir brièvement à des considérations basiques. C'est que depuis plusieurs mois, on entend sur les plateaux de télévision plusieurs professeurs avec des avis parfois contraires. On ne sait pas trop quelle est la vérité. Pour revenir au sujet qui nous occupe sur la vaccination, il ressort de ces conclusions des différents intervenants professionnels médicaux, dont je ne fais pas partie, que la vaccination, en définitive, c'est la solution à cette pandémie. Néanmoins, le ministre Véran nous a annoncé 62 millions de vaccinations pour la fin août prochain. Franchement, je n'y crois pas. Le Premier ministre, aujourd'hui, nous parle de 32 millions. Ça serait peut-être une bonne chose, mais on est loin du compte. Pourquoi, ça a d'ailleurs été posé par un de nos collègues, on n'a pas, en dehors de l'Union européenne, on ne s'est pas procuré des vaccins par ailleurs. C'était possible à mon sens, mais ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, ce qui est le plus inquiétant, et vous l'avez indiqué dans vos propos, c'est que même les personnes vaccinées
seront contaminés. Donc personnellement, la question que je vous pose, je suis assez pessimiste et je vois que l'année 2021, si vous voulez, va continuer comme nous la vivons aujourd'hui, c'est-à-dire avec des distanciations, des restrictions aux libertés d'aller et venir de restaurants, de cinéma, etc. Et je crains que même à l'avenir, eh bien, nous soyons obligés, comme dans des pays d'Afrique, comme dans des pays d'Asie, de porter le masque en permanence ou la distanciation sociale à minima. Et deuxième question qui a été posée par Madame le Président, effectivement, où en est-on de la recherche sur le traitement de cette pandémie? Merci. Eh bien, Viviane Mallet, qui a... Merci Madame la Présidente. Monsieur le professeur, comme vous l'avez dit, le variant sud-africain est très présent dans l'océan Indien, notamment à Mayotte et à La Réunion. Et vous avez déjà répondu à l'efficacité du vaccin AstraZeneca sur ce variant. C'était une question que je voulais poser. Mais avons-nous aussi la certitude que les autres vaccins dont nous disposons protègent du variant dit sud-africain? Et ma deuxième question, c'est actuellement, nous avons des problèmes pour des problèmes de logistique, la vaccination ne pourra se faire ni dans les officines, ni dans les cabinets médicaux. Y aura-t-il des centres de vaccination supplémentaires ouverts dans ces départements pour être au plus proche de la population? Et aurons-nous des doses supplémentaires mises à notre disposition? Merci pour vos réponses. Laurence Cohen. Oui, merci Madame la Présidente. Alors il y a beaucoup déjà de questions qui ont été posées. Moi, je voudrais quand même à mon tour réinsister sur le fait que il y a quand même une organisation assez chaotique par manque de doses. Et par exemple, comme l'ensemble de mes collègues, j'ai quand même été alertée par les médecins et notamment par Jean-Paul Hamon, qui est le président d'honneur de la FMF et qui a dit que alors qu'il y avait une organisation pour que les médecins libéraux soient vraiment bien dans la boucle, puissent vacciner, eh bien le fait qu'il y ait l'élargissement aux pharmaciens, ce qui est tout à fait positif et demandé et attendu, a complètement bouleversé l'organisation. Donc il y a quand même des progrès à faire en logistique dans notre pays, parce que si finalement par manque de doses on désorganise quelque chose qui marchait, on risque pas de pouvoir vacciner dans de bonnes conditions et le maximum de Françaises et de Français. Donc c'est quand même ça que je voulais apporter dans la discussion. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il n'est pas souhaitable de culpabiliser et de mettre, comment dirais-je, un peu de jeter l'opprobre sur les personnels soignants en s'étonnant qu'ils ne sont pas vaccinés. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut quand même savoir que en pleine pandémie, on a contraint un certain nombre de soignants de continuer à exercer en hôpital alors qu'ils étaient Covid. Et Covid, voilà, testé Covid plus. Donc je veux dire que, et aujourd'hui, on dit, oh là là, ils sont pas vaccinés, c'est pas bien, alors qu'on sait pertinemment qu'on manque de doses. Donc je crois qu'il faut faire attention dans la façon dont on communique. On peut pas hier les applaudir et aujourd'hui avoir quand même un discours de culpabilisation. Moi, je pense que ça passe par la pédagogie, par l'explication et surtout par un nombre de doses suffisant. Enfin, la troisième chose aussi, c'est que moi, l'obligation vaccinale ne me convainc pas. Je pense que c'est toujours je le redis, par la pédagogie, et d'autant moins convaincante quand on manque de doses. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je pense qu'il faudrait quand même réfléchir, plutôt que de réfléchir à un passeport vaccinal. Moi, j'aime bien la notion de passeport sanitaire, où on aurait la possibilité de voir effectivement, si on a eu la possibilité de se faire vacciner, eh ben d'avoir ça sur ce passeport, mais par contre avoir l'obligation d'être testé si j'espère qu'un jour les restaurants, les salles de spectacle vont ouvrir, etc. Si on n'est pas vacciné, qu'on ait au moins un test qui permette de montrer qu'on n'est pas porteur de la Covid et que donc on va pas contaminer les autres. Et ma dernière remarque, c'est concernant
il y a quand même on sait qu'il y a des personnes, il y a les soignants qui nécessitent effectivement une vaccination, mais moi je pense qu'il y a aussi une autre catégorie, ce sont les personnels enseignants. Or, j'ai été quand même assez surprise d'entendre M. Blanquer dire qu'on n'allait pas rajouter une obligation liée au métier et que donc ça voulait dire que les personnels enseignants n'étaient pas spécialement prioritaires. Donc vous voyez, je veux dire qu'à un moment donné, la communication, c'est un cafouillis. Et en fait, ça n'entraîne pas une confiance et une limpidité qu'il devrait y avoir pour qu'il puisse y avoir plus de personnes vaccinées et qu'on vienne à bout de cette pandémie. Je vous remercie. C'est Jean-Marie Van Ehrenberg. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Professeur de vos explications. Je reviens sur la vaccination des professionnels de santé, notamment les professionnels libéraux. Je pense notamment aux auxiliaires de vie qui travaillent à domicile. Je pense aux infirmières aussi qui vont à domicile. Et j'ai constaté, en discutant avec elles, qu'il y avait pas mal de difficultés d'accès pour avoir des rendez-vous. La prise de rendez-vous et la prise de rendez-vous de toutes les personnes ordinaires, si j'ose dire. Est-ce qu'il ne faudrait pas une filière privilégiée pour favoriser effectivement la vaccination de ces personnels? Deuxièmement, vous avez fort justement donné des chiffres concernant les livraisons hebdomadaires. Est-ce qu'il ne serait pas utile et opportun de refaire un tableau comme nous l'avions en janvier, émanant du ministère de la Santé, sur les vaccins, la répartition suivant les types de vaccins, un tableau assez complet et actualisé. Ça me paraîtrait nécessaire à cette époque de l'année. Et dernière question, Monsieur le Professeur, j'ai constaté, habitant les Hauts-de-France et en particulier le Pas-de-Calais, une certaine inégalité, non seulement dans la vaccination, mais aussi pour les tests. Alors, il y avait beaucoup plus de tests dans le Pas-de-Calais que dans le reste des Hauts-de-France et de la France, et moins de vaccins. Après, il ne faut pas trop s'étonner, évidemment, d'avoir des critères et des indices qui étaient défavorables. Alors, est-ce qu'on peut espérer qu'à l'avenir, on ait non pas une priorisation, parce que je crois que c'est en cours pour le Pas-de-Calais, mais simplement une forme d'égalité, de répartition sur le territoire, sur des critères qui soient connus de tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Cathy Apoursopoli, et on terminera avec René-Paul Savary. Oui, merci bien, Madame la Présidente. Écoutez, la situation continue, Monsieur le Professeur, à se dégrader dans le Pas-de-Calais. Et j'ai eu tout à l'heure le maire, le président des maires, Frédéric Le Turc, et il me disait à juste titre, on confine, on vaccine. On est confiné, vous le savez, c'est une véritable souffrance pour les gens de mon département. D'abord d'être en couvre-feu toute la semaine et d'être confiné le week-end. Quand même, on est un des départements de France donc qui est vraiment dans une grande détresse et une grande souffrance. On a eu vendredi soir un coup de fil soudain de l'ARS qui a retrouvé dans le fond d'un tiroir, paraît-il, 18 000 vaccins. Alors franchement, on a dû s'organiser vendredi soir en catastrophe avec les élus du département. On a ouvert un centre de vaccination qui était prêt à la salle Bertin-Champ. Et je remercie à Lens, je remercie d'ailleurs les élus transpartisans. C'est pas un problème. Là, c'est pas un problème. On en est tous, puisque le maire, je suis communiste et je rappelle que le président des maires dans mon département est plutôt à droite, est à droite d'ailleurs. Donc voilà. Et centriste. Donc vous voyez, ce n'est pas une question de parti politique. Voilà, Monsieur Van Ehrenberg. Voilà. Donc ce n'est pas une question de parti politique, là c'est une question d'unité des élus autour de ça. Et donc, juste quand même pour dire que je demande franchement, solennellement, et nous allons le faire, au gouvernement de continuer sa campagne de vaccination parce que il faut que nous puissions sortir de ce confinement parce que c'est pas possible que l'on reste et à 18h le week-end et confiné la semaine et confiné le week-end. Donc on demande à ce que la campagne
de vaccination puisse continuer. Si on a trouvé 18 000 doses dans un tiroir, on peut bien en trouver toute la semaine pour qu'on continue cette campagne de vaccination. Hein. Et puis, deuxièmement, je ne comprends pas ce mode de fonctionnement. Je le dis, je suis d'une colère noire parce que avoir réussi à mobiliser des personnels, avoir réussi en un temps record, hein, en une soirée, hein, parce que je rappelle quand même que le vaccin c'était du Pfizer, qu'il est valable 5 jours, et si nous ne l'utilisions pas dans les 5 jours, eh bien il n'était plus valable. Et donc on ne voulait surtout pas perdre ces doses de vaccin. Est-ce qu'on n'aurait pas été plus efficace en donnant au fur et à mesure aux médecins dans nos villes ces vaccins plutôt que de les garder dans un tiroir? Quel intérêt a-t-on de garder des vaccins dans un tiroir et de nous les sortir un vendredi soir à 18h? Enfin, voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à programmer les choses, à ouvrir nos centres de vaccination et à donner les vaccins aux médecins au fur et à mesure? Voilà, c'est la question que je pose. Parce que finalement, on a commencé la campagne de vaccination et heureusement que les élus de ce département et les bénévoles et les hospitaliers sont efficaces parce qu'on a commencé par vacciner les plus de 75 ans. Après, on a appelé les plus de 70 ans. Après, on a appelé les plus de 65 ans. Et après, les plus de 50 ans parce que finalement, on voulait vraiment écouler ces doses de vaccination. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment une honte, moi je le dis, hein, une honte de pratiquer de cette façon-là. Et oui, comme le président des maires dans mon département, je dis, on confine, on vaccine. Merci et on remercie et on comprend tout à fait le cri de colère de notre collègue. Et pour terminer, Monsieur le Président de l'AMEX, René-Paul Savary. Oui, merci. Bon courage, monsieur, cher professeur. Monter encore de terrain. On voit bien que la territorialisation dans la distribution des nombres de vaccins est intéressante, sauf que c'est au détriment des autres. Donc ne l'oublions pas et ça pose un problème. Moi je vois bien, vous nous dites 8,5 administrations de doses pour 100 personnes. Moi dans mon département de la Marne, le Grand Est, où on a particulièrement souffert, j'en suis à 5,7 doses par personne. La date d'hier, comme dans les Hauts-de-France et comme dans le Grand Est. Donc soyons attentifs à cette répartition. Deuxièmement, en ce qui concerne les gags, attention aux directives qui ont été envoyées, outre le contrôle des médecins. Il y a une directive qui est partie également de conseiller dans les centres hospitaliers de vacciner plutôt la veille d'un jour de congé que la veille de travailler, quoi. Donc ça fout une sale ambiance, ça met une sale ambiance dans... Et c'est contre-productif. Laissons un peu de côté cette partie administrative et le bon sens du terrain. Troisièmement, je voulais vous demander si vous ne pensiez pas que le criblage au lieu du séquençage pouvait être quelque part ennuyeux pour la découverte de variants. Merci. Voilà, on a fini avec les questions. Merci de répondre et ensuite je dirai à mes collègues de patienter quelques minutes pour désigner des rapporteurs. Alors, je reprends, il y a beaucoup de questions. Que la vaccination soit la solution, en tous les cas une grande partie de la solution, oui bien sûr, pas tout à fait toute la solution, c'est évident que les gestes barrières jouent un rôle important, mais enfin bien sûr c'est un élément central qui devrait permettre de sortir du tunnel. La question du nombre de doses qui seront in fine administrées cet été, on verra bien, je veux dire au-delà des prévisions. La seule chose que je peux vous dire encore une fois, c'est que aujourd'hui les précommandes sont telles que l'on doit pouvoir vacciner massivement nos concitoyens cet été et arriver à des chiffres très élevés. Je le répète, ça n'a pas l'air de vous inquiéter trop, moi ça m'inquiète plus que vous, pourvu que nos concitoyens soient d'accord à se faire vacciner. Je vous rappelle que les sondages indiquent que même si la situation est meilleure, il y a entre 30 et 40% des Français qui sont pour l'instant réticents à la vaccination et que cela prédomine chez les jeunes adultes, entre 20 et 50 ans, un peu plus les hommes que les femmes, et que là, il y a un énorme travail de pédagogie, d'explication à faire pour que la vaccination soit in fine un succès. Est-ce qu'on peut se procurer des vaccins ailleurs? La réponse, à moins de faire comme les Hongrois, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée en termes de sécurité pour nos concitoyens. Sinon, de ce que j'en sais, ce n'est juste pas possible.
Je répète qu'en tous les cas, que les autres pays de la communauté européenne, à part la Hongrie et je crois la Pologne, peut-être la Roumanie, enfin, je ne sais pas, ou la Serbie, je ne sais plus, un des pays de l'Europe à l'Est, n'utilisent que les commandes provenant de la commande commune européenne et qu'il y a une tension mondiale sur la production de vaccins. Comme vous savez, on est encore... Il y a aujourd'hui, le chiffre de personnes, de doses administrées dans le monde, c'est 4%. Et certains pays sont à zéro et de façon étonnante, même des pays aisés comme l'Australie ou le Japon n'ont pas commencé à vacciner, mais aussi toute l'Afrique n'a pratiquement pas vacciné. Et donc il y a un effort mondial qui est absolument indispensable aussi pour nous à mener, une tension parce qu'il n'y a pas assez de vaccins, il y a un certain nombre de produits nécessaires à la fabrication des vaccins ou leur contenu, les flacons, le verre, les bouchons, des choses qui paraissent triviales, mais qui sont malheureusement des facteurs limitants qui font qu'on ne peut pas inventer des vaccins plus que ce qu'il y a aujourd'hui et que je ne crois vraiment pas, même si je ne me suis pas occupé directement de ça, mais j'ai entendu beaucoup d'exposés, j'ai lu beaucoup là-dessus, qu'on puisse obtenir d'autres doses de vaccins que celles qui sont ardemment négociées en permanence. La problématique contamination-transmission, alors je n'ai pas dit qu'il y avait forcément une contamination possible par les personnes vaccinées. J'ai dit plutôt l'inverse, j'ai dit qu'il y avait un fort espoir que la vaccination prévienne la transmission, mais j'essaie d'être honnête, les données ne sont pas suffisantes pour l'affirmer avec certitude. Mais je n'ai sûrement pas dit l'inverse. Donc j'ai plutôt un message d'optimisme, mais d'optimisme prudent. Les thérapeutiques, puis vous aviez posé, madame, la question aussi, quelles sont les thérapeutiques utilisables ou bientôt utilisables et en essai. Donc au-delà des médicaments déjà connus pour diminuer significativement la mortalité dans des formes les plus graves comme les corticoïdes, les anticoagulants par exemple, et certains traitements autres anti-inflammatoires qui ont un certain effet. Il y a potentiellement un intérêt pour utiliser des anticorps monoclonaux qui neutralisent le virus, qui agissent directement sur le virus et qui sont préconisés maintenant pour les personnes à risque, les plus âgées, mais il faut que ça soit administré assez tôt dans la maladie parce qu'après on sait que ça ne marche plus. Donc il y a une fenêtre de tir qui est limitée, mais c'est quand même une fenêtre. Dans les médicaments qui sont testés, il y a l'interféron. L'interféron, c'est une substance qui est antivirale et on sait qu'elle joue un rôle important dans le contrôle des infections virales respiratoires. Et il y a des analyses en cours, des essais thérapeutiques en cours d'administration. Là aussi, il faut que ça soit précoce, après c'est trop tard, de voir si administrer l'interféron, soit par voie respiratoire, nasale, soit par voie injection, si cela apporte un bénéfice. Et enfin, il y a une série de molécules antivirales qui sont en cours de test de par le monde. Il y a eu une publication récente plutôt encourageante pour l'une d'entre elles, mais aucune n'est validée à ce jour. Aucune, malheureusement. Mais sachez qu'il y a énormément d'efforts de recherche et qu'on peut espérer voir émerger dans les semaines qui viennent de telles molécules. Il faudra juste faire attention, c'est qu'il faut qu'il y en ait plusieurs, parce que s'il devait y en avoir qu'une, il est très probable que très vite, le virus sera résistant, il y aura des mutations de résistance, comme avec les antibiotiques et les bactéries, par exemple, ou avec le virus VIH. Comme vous savez, pour contrôler le VIH, il faut administrer 3 antiviraux. Ça peut être la même chose. Donc, on n'est pas tout à fait, malheureusement, dans une situation où, à court terme, de telles thérapeutiques seront utilisables. Voilà un bref compte-rendu de la situation concernant les thérapeutiques. Pfizer, sud-africain, le vaccin Pfizer garde probablement une assez bonne efficacité, encore qu'on n'a pas de données cliniques pour l'instant. On a juste des données de titres d'anticorps neutralisants qui restent, qui diminuent un peu, mais qui restent pas trop mauvais à l'égard du variant sud-africain. Donc, ça justifie bien sûr de l'utiliser, ce vaccin. Il n'y a pour l'instant aucune information nulle part au monde, à vrai dire, de résistance au vaccin, quel qu'il soit. Il faut donner un message quand même qui reste largement positif. Donc, bien sûr, il peut être utilisé dans les dom-toms. Bien sûr, il faut développer, je suis d'accord avec vous, pousser les centres de vaccination, monter le nombre de doses, convaincre la population de l'importance de cette vaccination dans les différents territoires. Madame Cohen avait une série de questions ou de remarques. Vous dites, vous reprenez la discussion sur le fait qu'on a bouleversé le programme de vaccination des médecins. Je ne peux pas être tout à fait d'accord, même si je suis d'accord que les choses n'ont pas été faites de façon très adroite. Mais vous dites on a perturbé quelque chose qui marchait. Je rappelle qu'il y avait lundi 400 000 doses de vaccin AstraZeneca
qui auraient dû être administrés et qui n'avaient pas été administrés. Ça ne marchait pas parfaitement bien. Ça peut s'expliquer, encore une fois, par le fait que ça prend du temps, que les choses, on met jamais en place une organisation quelconque et vaccinale en particulier qui implique beaucoup de monde en 3 jours. Mais enfin, il y a des progrès à faire. Il faut savoir par ailleurs qu'il se trouve que cette semaine, ce n'est pas de chance, mais la livraison des vaccins AstraZeneca est très irrégulière. La quantité de doses disponibles cette semaine, c'est 280 000, alors que ça sera, je crois, 3 ou 4 fois plus la semaine suivante. Donc, ce qui permettra de reprendre sans difficulté, si tout le monde y met de la bonne volonté, une vaccination par les médecins. Bien évidemment, il ne faut pas, je passe à votre question supplémentaire, je crois que personne, j'ose l'espérer, en tous les cas pas moi, pense qu'il faut jeter l'opprobre sur les professionnels de santé. Je travaille tous les jours avec de très nombreux professionnels de santé. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction, entre le fait de les applaudir, ce qui était légitime et reste légitime, et de les inciter à se vacciner. Et je pense que ça fait partie d'une même conscience professionnelle qui est que d'un côté, on se dévoue pour soigner des gens en danger et qu'on fait tout ce qu'il faut pour les protéger, se protéger soi-même et les protéger. Et on sait que malheureusement, il y a eu quand même beaucoup d'infections nosocomiales, c'est-à-dire de transmission du virus. Alors, ça peut être aussi par les visiteurs des malades, mais on sait qu'il y a un certain nombre de cas documentés où ce sont des professionnels de santé qui ont contaminé leurs malades. Donc, on doit lutter contre ça. J'espère bien, comme vous, qu'on y arrivera sans l'obligation vaccinale. Je l'espère beaucoup. Je crois en justement la conscience professionnelle des professionnels de santé. Mais bon, voilà, il ne faut pas que ça traîne trop. Le passeport sanitaire, il a à vrai dire pris une première application que j'ai évoquée tout à l'heure pour les EHPAD, et c'est bien. C'est qu'enfin les personnes vaccinées peuvent sortir d'EHPAD, aller visiter leur famille. C'est une forme de passeport sanitaire, parce que les personnes non vaccinées, malheureusement, ne le peuvent pas pour l'instant. Ensuite, l'extension et l'utilisation des tests pour, par exemple, ultérieurement aller au restaurant, pourquoi pas? Ça ne va pas quand même être complètement simple. S'il faut faire un test, bon, ça prend 20 minutes, mais avant d'entrer dans le restaurant, la faisabilité est, on va dire, incertaine. Enfin, vous évoquez le fait de vacciner de façon prioritaire certaines professions et vous pensez aux enseignants. Je peux parfaitement comprendre qu'on pense aux enseignants, mais je voudrais dire, si on pense aux enseignants, on doit évoquer toute une série d'autres professions qui sont largement exposées. On peut penser aux gens qui travaillent dans les commerces, les gens qui sont dans les services de nettoyage, les gens qui assurent les systèmes de sécurité. Ça fait beaucoup de monde et in fine, on ne s'en sort pas. Donc la seule solution réaliste, c'est d'arriver au plus vite à vacciner toute la population. Les enseignants qui ont des facteurs de risque sont déjà vaccinés, enfin peuvent être vaccinés, et les autres, je l'espère, pourront l'être. Donc d'ici, nous sommes en mars, que ça puisse commencer dans 2 mois, 2 à 3 mois ou plus tard. On aura du mal à faire autrement, et d'ailleurs je m'aperçois que dans aucun pays, même là où on vaccine très largement, Israël, dans une certaine mesure États-Unis, Grande-Bretagne, ils n'ont pas fait de priorisation par les professions, pour les mêmes raisons. Vous évoquez par ailleurs la vaccination des auxiliaires de vie et des infirmières à domicile. Évidemment, ces personnes sont tout à fait légitimes, largement aussi légitimes que les autres professionnels de santé à être vaccinés. Mettre en place une filière privilégiée, ça me paraît un peu compliqué. Déjà, les organisations sont complexes, mais il n'y a pas de raison a priori qu'il y ait des problèmes de rendez-vous. Si vous observez ces difficultés, il faut le faire remonter aussi au niveau de l'agence régionale, de votre agence régionale de santé. Je pense que c'est plus des problèmes d'organisation locale. On doit pouvoir résoudre cette difficulté. Fournir un tableau donnant toutes les informations telles que je les ai indiquées tout à l'heure, oui, absolument. Je pense que vous avez complètement raison et il faut le demander au ministère de la Santé qui vous le diffuse. Il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas ces informations. Vous les avez eues et vous devez les avoir. Inégalité de répartition des vaccins. En principe, il n'y a pas trop d'inégalités. Les critères qui ont été définis, c'est en fonction du nombre de personnes éligibles, en fonction des priorités qui ont été définies par région et ensuite par département. Et les ARS, ensuite, éventuellement, s'adaptent. Moi, j'ai eu une discussion notamment avec le directeur de l'ARS des Hauts-de-France, justement, et je sais qu'ils font des adaptations pour résoudre des difficultés. Et donc, il y a un effort qui est fait pour être le plus équitable possible. Votre cri du cœur, madame, concernant Dunkerque et le Pas-de-Calais, je le comprends totalement et je ne peux évidemment que vous suivre sur la nécessité pour l'instant, malheureusement, de confiner et de vacciner.
Je ne suis pas sûr que les vaccins viennent d'un fond de tiroir. C'est justement l'effort qui est fait pour consolider la vaccination dans un territoire qui en a le plus besoin. Je pense que ceci repose sur la concertation entre ARS, élus locaux et les professionnels de santé. Et par ailleurs, le vaccin, pour ce qui est du vaccin Pfizer, il ne peut pas être délivré chez les médecins à cause de ce problème de conservation, malheureusement. On ne peut les vacciner qu'en centre. C'est juste pas possible de les apporter chez les médecins. Mais au moins, à travers pour ce qui est du vaccin Pfizer, à travers les centres, il faut bien sûr poursuivre cette campagne. Et je sais qu'il y a une grosse mobilisation pour faire en sorte que ça se passe au mieux et le plus vite possible dans votre région. La problématique que justement cette territorialisation se fasse aux dépens des autres, alors ça aurait été absolument vrai jusqu'en janvier-février, mais à partir du moment où quand même le nombre de vaccins disponibles devient franchement plus important, je rappelle qu'au mois de mars, le rythme de livraison, on est à un ordre de grandeur de 2 millions de doses par semaine, donc ça donne quand même un petit peu de marge de manœuvre, heureusement, sans être injuste à l'égard des personnes qui en ont besoin dans d'autres territoires. Globalement, j'ai repéré que la vaccination dans le Grand Est, vous y faisiez allusion, va mieux. Alors, je n'avais pas vu spécifiquement les chiffres de la Marne, excusez-moi, mais globalement, j'ai vu que les chiffres de Grand Est sont plutôt meilleurs que ceux que vous évoquez pour la Marne. Sur les histoires de consignes, je suis totalement d'accord avec vous sur qu'il faut être dans le bon sens et faire les choses localement et s'abstraire de consignes qui soient de nature plus administrative. Et enfin, sur l'aspect technique, criblage, séquençage, il y a deux niveaux. C'est-à-dire qu'on peut repérer les variants par des techniques de PCR particulières, et ça, c'est indispensable. Le séquençage, il vient après. On ne peut pas séquencer les virus de tout le monde. Aucun pays du monde ne peut faire cela. Mais donc, les choses se font en deux temps. Criblage permettant de repérer les variants, puis séquençage lorsqu'il y a suspicion de variants. Et maintenant, le système fonctionne bien. On a des données département par département. Santé publique France les donne chaque semaine. On a des données très précises concernant le variant britannique, donc qui est largement prédominant, encore une fois, et un tout petit peu des autres variants. Voilà. Vous me demandiez, Madame la Présidente, les perspectives pour les autres vaccins. Le vaccin Janssen, là, ce n'est plus un problème, enfin, ce n'est presque plus un problème d'autorisation, parce qu'il est autorisé en Grande-Bretagne, aux États-Unis, donc il sera très probablement en Europe prochainement. En termes de prévision de livraison, il reste encore un peu de flou, parce que visiblement, Janssen va servir de façon prioritaire le territoire nord-américain. Donc, je sais qu'il y a des fortes négociations là-dessus. Enfin, il sera disponible quelque part entre la fin avril et mai. Le vaccin CureVac, qui est un autre troisième vaccin ARN, a pris un peu de retard dans son développement. Donc aujourd'hui, il est envisagé qu'il puisse être utilisé à partir du mois de juillet. Et enfin, il y a le vaccin Novavax, qui est le vaccin à protéines, pour lequel ce n'est pas encore tout à fait précis, mais qui est aussi un vaccin intéressant, mais probablement devrait aussi être disponible en début d'été. Voilà pour les 3 vaccins à venir, en dehors des 3 dont nous disposons aujourd'hui. Et enfin, vous posiez une question sur le variant britannique. Est-ce qu'il entraîne une maladie avec des symptômes différents? Pas à ma connaissance. Je n'ai pas entendu le point que vous évoquiez sur le qui est moins souvent à gueusie, anosmie, par exemple. Je n'ai pas entendu ça. Pour ce que je sais pour moi, c'est qu'il est plus contagieux. Jusqu'à quel point, il y a encore un peu de discussion, mais il est plus contagieux, sans être apparemment plus sévère. Mais évidemment, s'il y a plus de personnes malades, il y a plus de personnes hospitalisées. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a une tension dans certaines régions de France, dont l'Île-de-France, sur les réanimations, en raison de ce niveau de contagion plus élevé qui crée cette tension pour l'instant persistante de la pandémie en France.